retour sur la chaîne Basket Session Reverse après une très courte nuit, une nuit qui n'est toujours pas terminée pour nous. Mais on est évidemment au rendez-vous avec Shai pour vous débriefer ce premier match des finales NBA. Shai, ouverture hier des finales avec donc Denver qui a battu Miami 104-93, 11 points d'écart à l'arrivée. Un match de basket intéressant qui rejoint du coup notre preview de finale de puristes. Qu'est-ce que tu retiens un peu de cette victoire des Nuggets? J'ai un peu l'impression que le plan s'est déroulé sans accroc pour Denver. On avait plus ou moins anticipé que pour diverses raisons, le premier match serait plutôt serait en leur faveur, hein, entre la différence entre la condition physique et les certitudes affichées sur le tour précédent. Je trouve qu'on a vu Denver, on a vu exactement les ingrédients qui ont fait que Denver est en finale NBA et les ingrédients qui font que Denver est favori de ces finales. Je ne suis pas catastrophé pour Miami parce qu'il y a plein de choses qui expliquent la défaite, notamment le faible temps de repos et le match à l'extérieur, mais c'était effectivement un match intéressant, une copie très propre pour Denver, toujours dans la lignée de ce qu'ils font récemment, et je ressors pas chamboulé, c'est-à-dire avec les certitudes qu'on avait évoquées précédemment. Jokic qui continue ses playoffs de dingo, Jamal Murray toujours très fort. Voilà, ça c'est pour le résumé très rapide, mais je pense que c'est conforme à ce qu'on attendait finalement. On avait discuté de ça et il s'est passé plus ou moins ce qu'on avait dit. J'ai l'impression qu'il y a un truc que je retiens de ce match au-delà de la perf de Jokic, c'est physiquement, tu sens quand même qu'il y a une équipe qui est plus grande que l'autre, qui est plus grande, qui est plus costaud. J'ai l'impression que Denver, tu vois, sur chaque position, tu es plus grand, tu imposes ton physique. Et je ne suis pas non plus catastrophé pour Miami. Je trouve que Miami a montré des choses, mais ce match, il aurait très bien pu aussi se terminer à plus 20, en fait. Il y a eu un moment plus 24, il y a eu 84-60 dans le troisième quart-temps. Il y a eu le moment où les Nuggets ont commencé à vraiment mettre un run. Derrière, Miami a bien réagi, mais j'ai l'impression que paradoxalement, c'est peut-être le moment où les Nuggets se sont un peu endormis. Après, c'est pas leur... Tu parles du le run de 11-0 dans le quatrième. Mais le quatrième, j'ai l'impression que c'est vraiment, pour le coup, le hit. J'ai l'impression que c'est vraiment le hit, tu vois, qui revient avec Kyle Lowry, qui a des très bons passages tout du long du match. Mais ouais, peut-être légère fin du troisième, ils reviennent à plus 24, ils pouvaient revenir à plus 30, je pense. Et après le run du hit, il y a eu quelques petits moments, voilà, où, bon, après, la balle est revenue dans les mains de Jokic et ça a changé. Mais bref, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une équipe plus grande et qui semblait quand même mieux maîtriser son sujet que l'autre. Mais voilà, il y a des belles choses du côté de Miami aussi, au final. Non, mais t'as raison, les Nuggets, ils maîtrisent cet avantage de taille. Les joueurs les plus en vue, au final, à part peut-être Murray, qui est pas un grand, mais Jokic, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, dans leur registre, ils imposent leur taille. Elle a fait très très mal au hit. Gordon en première mi-temps. Gordon en première mi-temps, par exemple, c'était dès chaque duel avantageux, il en a profité, quoi. Je reviens toujours pas du joueur qu'il est en train de devenir ou qu'il est devenu après l'avoir vu toutes ces années à Orlando, un peu le cul entre deux chaises, pas savoir si c'était s'il serait un franchise player, ou s'il serait juste correct, ou si là le voir dans ce rôle à chaque fois, c'est toujours plaisant de voir des joueurs qui s'épanouissent comme ça. Là, il est vraiment en train de prendre une dimension essentielle et il fait très très mal. Ouais, clairement. Le hit avait fait le choix de se dire, bon, c'est peut-être lui qui va punir. Et je trouve qu'à chaque fois, sous le cercle, dans le premier quart-temps, en première mi-temps, c'est ça, voilà, c'est un peu ça que je parle par taille. Les Nuggets ne sont pas forcément dominés au rebond. C'est vraiment sur l'impression dans chaque duel, en fait. Et du coup, l'impression que Denver avait constamment une solution, et c'est là où je vais en venir à Nikola Jokic. On se demandait comment arrêter Jokic. On s'était dit que ce serait une des questions, évidemment, de chaque série qui implique Denver. Le Heat a tenté beaucoup de choses, notamment de la zone, et ça n'a pas été catastrophique, d'ailleurs. Tout ce qui a été tenté par Miami, il n'y a rien qui a été nul au point de se dire « Ah non, il faut absolument abandonner, ça ne marche pas ». Parce que voilà, il y a des joueurs sérieux du côté de Miami, mais j'ai l'impression que quoi que tu lui proposes, quand même, il trouve une solution. En première mi-temps, il a distribué. Les prises à deux. Les prises à deux, il veut dire, à chaque fois, il la sanctionne, il fait une passe magnifique derrière et il te met en position parfaite pour scorer. Les fois où il tire, il a absolument jamais forcé. Il finit avec 27 points à 8 sur 12. Il a réussi à aller 12 fois sur la ligne, donc il a été quand même suffisamment agressif
c'est toujours ces petits trucs qu'on pouvait lui reprocher avant. Est-ce qu'il utilise vraiment cette fameuse taille et ses mains? Et voilà, quand il faut y aller, il y va. Il dose toujours très savamment toutes les armes qu'il a à sa disposition. Toujours sa qualité de passe. Il fait 14 passes, encore quelques 10 passes en laser. première mi-temps. À la dernière, moi j'adore je pense que c'est la dernière là, à une main lâchée comme ça, mais elle est magnifique. Enfin, ouais, toutes les armes à sa disposition, il les utilise vraiment. Tu vois, c'est vraiment avec parcimonie. C'est pas, il va pas insister et mettre. C'est le scénario qu'on a évoqué, c'est-à-dire quand il met 45 points, il est moins dangereux que quand il fait 27 points à 8 sur 12 et qu'il pilote toute l'équipe finalement. Ouais, c'est ça. Je trouve, dans le début de match, il a mis tout le monde dans le rythme. Il a profité sur chaque prise à deux, comme tu disais. Il a créé du jeu. Il a créé du jeu même quand enfin, en fait, il sait quand accélérer. Parce que tu vois, pour le coup, quand Miami revient à 9 points, Miami ne descend pas en dessous de 9, mais à un moment, quand même, Miami revient à 10 puis à 9 points. Quand Miami revient à 10 points, notamment là, à ce moment-là du match, là, dans le quatrième quart-temps, là, Jokic, il sait qu'il doit aller scorer et il met 2 paniers de suite. Il met 8 points dans les 3 dernières minutes. Tu vois, c'est le moment où il sait, bon, là, je dois scorer. Et avant ça, il a fait jouer. J'ai 10 passes décisives en première mi-temps. Mais tu vois, à un moment, Mark Jackson, il dit peut-être que, ce que nous, on a déjà répété plusieurs fois, peut-être que la solution, c'est quand même de le forcer à scorer. Et alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne pense pas que ce soit une tâche très facile de le forcer à scorer. Et c'est pour ça que je pense que de toute façon, ça va être compliqué de chercher ces nuggets. Mais j'ai une petite stat. Les 3 fois où il marque plus de 35 points pendant ses playoffs, Denver en perd 2 sur les 3. Par contre, dès qu'il fait 12 passes ou plus, ce qui est arrivé 9 fois, ça fait 8 victoires pour Denver. Je pense effectivement que les prises à 2, il faut arrêter. Il les a sanctionnés à chaque fois. Enfin, je pense vraiment que la question, en fait, c'est pas comment ralentir Jokic, c'est comment ralentir tous les autres. Il faut vraiment empêcher les autres d'être dans le match. Ouais, même ça, même ça, c'est une tâche compliquée parce qu'ils sont tellement en confiance. Oui. À partir du moment où ils se déplacent, ils savent que Jokic va les trouver. Il a une telle qualité de passe. Honnêtement, c'est le meilleur passeur de NBA aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a même pas photo. Donc, comment tu fais pour limiter ça? Comment tu lui ôtes cette arme-là? C'est pas possible. Si les autres ils sont bien en mouvement, il y a pas et qui ratent pas tous, qui passent pas tous à côté de leur match au niveau de l'adresse. Et puis j'ai l'impression que ça n'arrivera pas parce que même s'il y en a un qui peut passer un peu à côté, ils ont toujours des options, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, limiter son jeu de passe, tu ne peux pas juste te dire, bon, maintenant, on défend que un coin. On le laisse que jouer des 1 contre 1. En vérité, dès que tu es en indiv pur, il va jouer avec Jamal Murray, en fait. Je trouve que Murray et Jokic, c'est le meilleur duo en NBA. C'est pas le meilleur sur le papier si tu prends les noms, mais c'est le meilleur duo en NBA parce que c'est celui qui a la meilleure synergie. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça entre deux stars. Et du coup, si tu joues en indiv, en fait, son jeu de passe, il va l'avoir à travers Murray. Et des fois, ce ne sera même pas en faisant une passe décisive, mais juste en faisant un écran pour Murray, en fait. La manière dont il va poser son écran, ça va être une forme de passe décisive. En première mi-temps, Murray, il est sur 14 pick and roll. Il marque 22 points, les Nuggets. C'est lui qui initie 14 pick and roll, il met 22 points. Ouais, non, mais il met des tirs. Murray. Et ce qui est fou, c'est que du coup, la seule manière qu'ils ont, entre guillemets, de limiter ce jeu en duo, là, c'est de faire de la zone. Sauf que dès que tu passes en zone, les Nuggets, quand même, et c'est là où on a vu la grosse différence avec les Celtics, c'est quand il y a de la zone, pas de panique, circulation du ballon, on cherche la bonne passe. C'est même pas que Jokic, j'ai l'impression, c'est vraiment toute l'équipe. Tu vois, il y a une espèce d'intelligence collective dans le jeu, que ça soit même tu vois, des garçons comme Porter Junior, Kentavious Caldwell-Pope, c'est pas des mecs réputés forcément pour leur QI basket. Mais clair. Tu vois, il y a le bon déplacement, il y a la bonne passe, ça a mené à des 3 points, notamment quand alors après, ça a quand même fonctionné par moment pour Miami. C'est ça tu vois, elle a été plutôt bonne, la zone du hit. Elle n'a pas extrêmement bien marché, mais elle n'a pas été catastrophique non plus. Ils prennent que 104 points, c'est pas scandaleux. Exactement, tu vois, Après, il y a eu de la maladresse du côté des Nuggets aussi, parce qu'on pourra parler de la maladresse du Heat. Le Heat a raté des tirs, et de toute façon, ça fait la différence pour Miami, qui a peu de playmakers. Le Heat a raté des tirs, mais les Nuggets aussi, au final, ont raté beaucoup de 3 points. Ah ouais, non, c'est sûr. Et effectivement, Miami prend que 104 points. Défensivement, c'était très, 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 très honnête. Ils ont vraiment fait comme ils ont pu. Le jeu de relance des Nuggets a été plutôt bien gêné. Ils prennent peu de contre-attaque. Voilà, après, ils prennent sur la transition, c'était pas scandaleux. D'un côté, c'est encourageant parce qu'ils sont. Enfin, c'est encourageant.
tu perds en étant mené tout le match. Est-ce que c'est encourageant? Je sais pas, mais il y a des choses positives à en tirer. Et d'un côté, Denver récite une partition parfaite. Il y a pas, tu vois, ça semble pas aléatoire. Ils répètent la même chose depuis le début des playoffs. Ils sont pas poussés dans leur retranchement. Donc c'est à la fois, tu te dis pas, bon, c'est bon, c'est Miami. On peut pas les enterrer. Et en même temps, Denver, il a l'air tellement serein et ressemble tellement à un champion que c'est pas facile. Après, voilà, je suis d'accord avec toi, hein, le Heat, ce qui est intéressant pour Miami, c'est qu'il y a eu quand même des petites choses qui ont fonctionné. Il y a eu des bons passages, notamment même début du troisième quart-temps. C'est le quart-temps au final où ils prennent entre guillemets, le plus gros carton parce que l'écart passe à 24 points. Mais l'écart, il s'était surtout construit en réalité en première mi-temps. Mais pareil, ce quart-temps, il le débute bien. Il le débute par un 8-0, je crois, 7 ou 8-0. Il y a un 11-0 au début du quatrième, mais pareil, dans le troisième, il y a aussi un bon début. Donc, il y a eu des passages, il y a eu des moments qui ont été bons pour le Heat, notamment ceux avec Kyle Lowry. C'est le seul joueur du Heat qui termine avec un plus-minus positif. C'est +2, mais lui, il a mis du rythme, il a trouvé des bonnes passes, souvent des passes dans le dos de la défense. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu… Tu vois, c'est quelque chose qui a exploité du côté… Et connaissant Spoelstra, je vois le Heat, que ce soit les joueurs comme le coach, ils ne se sont pas cherchés d'excuses, ils ont dit, bon, on va devoir bosser. Tu sens qu'il va y avoir des ajustements, en fait. Ils auraient travaillé sur ces petits moments. Il y a d'autres coachs et d'autres équipes qui auraient stigmatisé le fait que le Heat a pris 2 lancers francs dans tout le match. C'est un record. C'est un record NBA. Voilà, donc ils auraient pu dire oui, les arbitres et machin, ça fait la différence, mais non, ils ont tout de suite compris qu'il y avait aussi un manque d'agressivité et que tout s'expliquait pas par ça. Et Miami, finalement, les joueurs les plus maladroits du Heat, c'est ceux qui, sur les derniers matchs, les avaient un peu portés, type Caleb Martin, 1 sur 7, Max Strus, 0 sur 10. Et ceux qu'on scorait, c'est Adebayo, alors qu'on n'arrêtait pas de dire qu'Adebayo devait en faire plus offensivement, et il en a fait. Hein. 26 points, 13 rebonds, 5 passes à 13 sur 25. Là, on peut pas dire qu'il n'a pas été agressif. Gabe Vincent et shoot à 50% aussi. Il y a eu des choses. Adebayo, on sent que le plan, c'était de le faire agresser Jokic dans l'espoir de fatiguer Jokic. Je suis pas sûr que ça marche, honnêtement. Je sais qu'il fait un bon match, mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose qui puisse payer sur la série. Déjà parce que je ne suis pas sûr qu'Adebayo, il arrivera à tenir ce niveau offensif. Déjà, en cours de match, tu sentais que ça commençait à baisser. Il y a quelques fadeaways difficiles. Il en met certains. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il les mette à chaque fois. Je n'ai pas senti une très… Tu vois, ce n'est pas le genre de perf où je me dis, ouais, il va la refaire 4 fois. Honnêtement. C'est vrai que c'est ce que Théo nous disait en off tout à l'heure. Il disait, mais quand tu le vois faire ça, tu te demandes pourquoi il n'a pas fait ça contre Boston ou dans d'autres séries avant. Parce qu'il est capable de le faire. Il a l'air capable quand même. C'est pas des trucs ultra compliqués pour un joueur de calibre All-Star. Il met pas des paniers insensés. T'as l'impression qu'il est capable de le faire. Il le fait jamais, donc c'est qu'il y a un souci. Mais il le fait rarement sur la durée, donc il y a un souci. Mais là, c'est peut-être le moment. Honnêtement, je ne pense pas que ça fasse transpirer les Nuggets là, de se dire qu'Adebayo il va agresser Jokic à chaque match. Peut-être que je me trompe, hein, on verra, mais j'ai l'impression que là, il met ses 26 points et encore, il baisse en rythme au fur et à mesure de la rencontre. Mais bon, quelque part, ce qui est logique. Après, il fait un bon match parce que défensivement aussi, il est intéressant. Mais tu vois, je comprends que l'idée, c'est de se dire, OK, on va fatiguer Jokic, on va le pousser dans ses retranchements, peut-être on va le pousser à faire des fautes, on va l'impliquer. Je pense que ça marche mieux quand tu as plein de playmakers et de joueurs super rapides et que tu impliques Jokic dans plein de pick and roll. Mais le Heat, pour le coup, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Leurs playmakers, c'est les joueurs qui jouent des pick and roll, les Vincent, les Butler, les Lowry, c'est des joueurs lents avec tous les guillemets du monde, dans le sens où c'est des joueurs en jeu posé. Enfin, je ne vois vraiment pas Jokic se fatiguer sur l'attaque du Heat. Donc moi, voilà, ça pour le coup, ça a bien marché pour Adebayo, mais je n'arrive pas à me dire que c'est quelque chose qui va vraiment peser dans la série. J'ai l'impression que le Heat va avoir besoin évidemment d'un très très bon Butler ou d'un retour de Tyler Hero. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé du match de Butler justement? C'est pas facile de se faire un avis parce que il est toujours pas resplendissant comme il a été sur des matchs plutôt dans ses playoffs. Il est pas mauvais parce qu'il est impliqué. Tu sens qu'il cherche ses non, il n'est pas mauvais. C'est sûr. C'est juste que on attend forcément Monts et merveilles de lui dans un contexte comme ça où il est focus dans les déclarations. Tu as l'impression qu'il est capable de refaire ses perfs de début de playoff, mais je sais pas quoi en penser. J'ai toujours
un peu la sensation qu'il a l'air pas à 100% et en même temps, lui, il va jamais te dire je suis diminué, donc c'est difficile de savoir en fait. Bah, je trouve qu'il n'a pas assez pesé. Mais peser étant un mot compliqué, parce que il n'a pas été transparent. Mais il doit mettre plus que 13 points, on est Je d'accord. pense qu'il y a des moments. Déjà, tu vois, par exemple, sur le côté les deux lancers tirés par Miami, pour moi, Butler, il a une part là-dedans, en fait. Et Il a une vraie part là-dedans. T'as vu qui a tiré les 2 lancers en plus? Je ne sais plus qui a tiré. C'est ton gars Haywood Highsmith. Ah oui, Highsmith qui a été très très bon au passage. Excellent. Bonne rentrée. 18 excellent, points. Ouais, excellent, à droit. Lui, pour le coup, a été à droit. Parce que pareil, tu vois, Miami met 13 paniers à 3 points, mais au final, ils en mettent surtout à la fin avec Laurie, Vincent et Highsmith. Quand le match est plus ou moins, pas plié, mais pas loin, tu vois, ou en tout cas que l'écart est déjà trop gros à remonter. Mais pour revenir sur Butler, tu vois, je trouve que les côtés les deux lancers, du coup, alors je me souvenais plus que c'était Smith qu'ils avaient tiré, mais Butler, c'est un joueur qui provoque énormément de lancers francs, qui en tire 9 par match, qui est très fort pour ça. Et là, tu vois, il y a plein de moments, il a le bon switch, il provoque un switch et il n'y va pas. Peut-être, encore une fois, peut-être parce qu'il y a une blessure, je ne sais pas, mais il y a des moments, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y va pas, où il commence à y aller, mais très très vite, il ressort la balle. Il y a eu un passage dans le troisième quart-temps où Miami a construit son jeu, et ça a plutôt bien marché, a construit son jeu en partant de Butler de haut panier. Et paradoxalement, je me demande si ça a bien marché aussi parce que la défense des Nuggets respectait trop Jimmy Butler. Ce que je veux dire par là, c'est que la défense des Nuggets s'est dit non, on ne peut pas le laisser nous attaquer quand même. Donc il y a eu vachement de réactions dès qu'il approchait, des réactions, et Butler, il est dans la lecture, il dit bien, la balle, elle ressort au bon moment et ça a amené à des paniers de 8. Et je me demande s'ils avaient pris le parti de se dire, mais pareil, c'est très facile à dire après coup, hein, pendant le match, tu as Jimmy Butler, tu ne prends pas le parti de te dire bah, on va te laisser attaquer. Tiens, vas-y, montre-nous. Montre-nous ce que tu as un peu dans les jambes. Tu vois. On sait ce qu'il a dans le ventre, on sait ce qu'il a dans la tête, mais là, je parle vraiment des jambes. Et je me demande parce que tu vois, il y a des isolations de haut panier, il part et il ne va même pas vers le cercle, en fait. Il est déjà en train de s'éloigner du cercle. Et je ne sais pas, tu sens qu'il y a. Je l'ai trouvé que ça manquait un peu d'agressivité. Mais et je l'ai trouvé aussi trop court sur ses tirs, mais lui aussi a manqué d'adresse et il a raté quelques petits tirs ouverts. Tu te dis c'est des tirs qu'il peut mettre tous les jours, tu vois. C'est aussi ce qui est encourageant du côté de Miami. Il y a des tirs clairement, il les rate, mais tu te dis ces tirs-là ils peuvent les mettre, quoi. Ouais, que ce soit lui ou les autres, je suis pas sûr je suis pas sûr que Strus il fera 0 sur 10 deux fois. Martin, on sait qu'il maintenant il a des matchs à 25 points dans les jambes. C'est pas, et Butler évidemment que je pense pas qu'il va se contenter de matchs à 13 points jusqu'au bout de la série. Hein. Et d'ailleurs, le 0 sur 10 de Strus, je crois, le seul autre qui avait fait ça en finale, c'était Ray Allen, déjà un joueur de Miami à l'époque, en 2010. Ça porte pas chance aux joueurs du Heat, les tirs à 3 points en finale. Ouais, non, ils vont avoir des soirs d'adresse. Par contre, et c'est là où, tu vois, je disais, je trouve qu'il y a quand même une équipe qui est plus grande que l'autre et qui est plus en maîtrise. J'ai l'impression que cette série, c'est peut-être la série. Tu vois, Miami, jusqu'à présent, avait toujours une réponse à son adversaire. Ouais. Et j'ai l'impression que là, c'est les rôles qui sont inversés. Je me dis que demain, en fait, le Heat, ils peuvent tourner à 50% de réussite à 3 points, mais qu'il y aura autre chose du côté des Nuggets qui va fonctionner. Si demain, le match il est plus offensif, je pense que Denver, en fait, ils en mettent juste 120. C'est pas pour dire que Denver va gagner facilement 4 matchs. Je vois pas cette série se terminer en 4 matchs. Mais j'ai trouvé sur ce match on voyait déjà l'écart, en fait. Non, mais tu as raison. On sait que Denver est capable de mettre 120 points à domicile. Hein. Là, ils n'ont pas eu besoin de le faire, mais comme on le disait dans la preview qu'on avait faite, ils ont tellement de joueurs capables de marquer 20 points, même de marquer 30 points, de shooter à un fort pourcentage. Même en sortie de banc, j'ai encore, comme je le dis à chaque fois, Bruce Brown a été excellent sur ses passages. Il met 10 points à 4 sur 7, il en met 2 à 3 points. Enfin. Dans des moments importants en plus. À chaque fois, les 2-3 points, ils sont vraiment dans le timing. Alors, j'ai plus les minutes exactes. Mais il le met, je crois que je sais qu'à chaque fois, je me dis fallait marquer. Je me demande si c'est pas lui qui casse le run du 11-0. C'est possible. Je me demande si c'est pas lui. Mais peu importe, c'est toujours un élément ultra positif. Et Denver, comme tu disais, a réponse à tout. Et là, c'est la vérité de ce match-là, c'est que ça n'a pas été un match très, très offensif. Mais on n'est pas du tout à l'abri que le prochain, si Miami arrive à mieux mettre dedans, Denver hausse aussi le ton en termes de volume de points. Et c'est ça. Pour l'instant, sans être non plus totalement découragé pour Miami, on est sur les bases de ce qu'on a vu et
et on semble se diriger vers ce qui ressemble à une victoire de Denver. Faudra voir dès le match 2, hein, mais... Ouais, j'ai hâte de voir les ajustements d'Eric Spoelstra. Il y en aura, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment apprécié le fait que le Heat, en conférence de presse, se cherche pas d'excuses et soit tout de suite en mode bon, il y a ça a posé problème. En fait, tu es déjà dans la bonne démarche. Tu as déjà ciblé ce qui ne marchait pas et tu es déjà en train de réfléchir à des solutions. On n'a pas vu Kevin Love d'ailleurs. Non, on n'a pas vu Kevin Love. On en parlait, on disait que ça pouvait être une solution pour gêner, si toutefois c'est possible, Jokic par sa taille, pour apporter d'autres solutions, même en attaque. On l'a pas du tout vu. C'est possible qu'ils prennent les minutes de Cody Zeller. Je ne serais pas surpris qu'ils prennent les minutes de Cody Zeller. Je pense qu'Haywood Smith va jouer beaucoup dans cette série parce que c'est le mec qui peut défendre à la fois un petit peu sur Jokic et à la fois un petit peu sur Murray. Avec des pincettes évidemment, mais du coup sur les pick and roll Jokic-Murray, tu vois, lui il y avait le switch et il n'est pas ridicule en fait. Que ce soit sur Jokic ou sur Murray, il n'est pas ridicule dans les deux cas. Je pense que lui, il va avoir des minutes, donc ça va être une option. D'ailleurs, c'est marrant que, tu vois, c'est là encore une fois, pour rendre hommage au staff, tu vois, de Miami, mais dès le game 1, ils savent, ok, lui, on va en avoir besoin, tu vois. Et il est là, et honnêtement, ses passages sont bons. On verra quels seront les autres ajustements après. Il met 18 points, quoi. C'est vraiment ça, c'est Miami, quoi. Il te sort un joueur, on le reconnaîtrait pas dans la rue, mais 18 points et une super défense, c'est toujours impressionnant. En tout cas, bon, on a d'être au game 2. Si je dis pas de bêtises, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Shai, tu me confirmes ça? Je dirais plutôt dimanche à lundi, je crois. Ok, c'est dans la nuit de dimanche. Autant pour moi. Dans la nuit de dimanche à lundi, du coup, on sera là. On va vérifier parce qu'on est perdu dans les jours. On va pas vous le cacher. Non, mais c'est ça. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Parfait. C'est impeccable. Du coup, on sera là lundi pour débriefer ça. En attendant, sur Basket Session, n'hésitez pas. On va envoyer de l'analyse, de la news, etc. Il y a aussi des petites infos sur Ja Morant. Je vous invite à aller regarder ça. Et le MOOC est sorti. Est en précommande, notre tout nouveau MOOC sur Boston. Donc, allez checker ça. Pensez à aller précommander le vôtre parce que Boston n'est pas là n'est plus là en playoff, mais Boston est là dans le MOOC. Donc, les Celtics ont décidé de nous laisser tomber. Mais bon, ils ont gâché notre plan qui était parfaitement huilé. Notre plan secret. Mais donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Encore une fois, du gros taf de la Team River sur le MOOC. Et nous, on se retrouve donc dès lundi matin. Ciao, Jai. Ciao.